Bonjour à tous sur Twitch pour ceux qui sont en direct et bonjour sur YouTube pour ceux qui regardent la VOD. Vous l'avez vu dans le titre du stream et dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on s'attaque à un poème de Victor Hugo qui s'intitule « Les femmes sont sur la terre ». Première chose d'abord avant d'attaquer directement ce texte, petit rappel par rapport à ce qu'on a vu hier. Hier, du coup, on a travaillé sur une charogne, on a fait l'analyse linéaire d'une charogne de Charles Baudelaire, et c'était très très chouette. Alors, il y avait le côté jour férié aussi, mais du coup, il y avait un peu de monde dans le chat, et il y a eu beaucoup de participation pertinente, de bonnes questions, de bonnes remarques, donc c'était vraiment très sympa, très bon exercice. Et c'est pour ça qu'on est là ce matin, et qu'on s'attaque maintenant du coup à un autre texte qui m'a été soumis. Alors je me suis rendu compte d'une chose, hier soir en uploadant la vidéo sur YouTube, la VOD, j'ai regardé quelques passages évidemment du stream d'hier pour me rendre compte un petit peu de ce que ça donnait en termes de son, en termes d'image, et c'était plutôt correct, en tout cas c'est l'impression que j'avais. Ce qui... La chose qui m'a marqué en revoyant l'exercice d'hier, le texte d'hier, c'est qu'il y a plein de trucs auxquels j'ai pensé pendant le stream et que j'ai pas dit parce que je suis parti sur une autre idée. Et en fait, finalement, c'est pas plus mal puisque le stream d'hier faisait 1h17 et que j'aurais pu tenir 2h30 et que, évidemment, pour votre oral du bac, vous n'aurez pas à tenir si longtemps. Donc après, c'est à vous de faire le tri dans les informations, celles qu'on vous a données en cours, celles que vous pouvez puiser dans ce genre de vidéo, et puis de choisir ce qui vous semble le plus pertinent à partager. Il y a juste une chose vraiment importante sur laquelle j'ai envie de revenir, c'est une notion, une figure de style macro, c'est-à-dire qui est sur l'ensemble du texte, qu'on appelle l'hypotypose. H-Y-P-O-T-Y, P-O SE. L'hypotypose, du coup, c'est une figure de style qui vise à rendre le texte le plus vivant possible, le plus vivant, essayer de rendre un maximum d'émotions par le texte. Or, l'hypotypose, c'est très possible qu'on vous en ait parlé à propos d'une charogne, parce que effectivement la description de la carcasse est très bien faite, et très vivante, très réaliste, et on ressent presque ce que ressent Baudelaire lorsqu'il tombe sur ça, sur cette charogne. Mais l'hypotypose, il faut savoir que parmi les profs de français, il y en a beaucoup qui considèrent que en fait c'est très très rare et que vous avez tendance à en mettre à toutes les sauces alors qu'en fait c'est vraiment rare. Donc moi je vous dis méfiance. Ne partez pas tout de suite sur voilà, ce texte est une hypotypose, nanani nanana, parce que en réalité, le seul texte sur lequel tout le monde est d'accord pour dire que c'est une hypotypose, c'est le monologue de Théramène qui raconte la mort d'Hippolyte dans Phèdre de Jean Racine. Là, il y a zéro doute. Si vous avez ça comme texte pour le bac, pour le coup, c'est attendu, il faut le dire. Pour les autres textes, souvent, c'est pas impossible que votre examinateur vous reprenne en vous disant « Ah bon, mais pourquoi ?» etc. et vous mette en difficulté. En revanche, vous pouvez dire sans trop vous mouiller un truc du style « Ça serait peut-être exagéré de parler d'hypotypose, mais on sent qu'il y a une vraie volonté chez Baudelaire de rendre ce texte vivant et de nous donner l'impression qu'on est avec lui en train de contempler cette horreur absolue qu'est la charogne en train de pourrir. » Voilà, ça on peut le dire. Autre chose que vous pouvez dire exactement sur le même ton, c'est parler de l'ekphrasis. Alors l'ekphrasis... je vais vous le mettre pour que vous réalisiez le truc. Je vais vous le taper pour que vous ayez l'orthographe. Donc l'ekphrasis, c'est E-K-P-H, c'est là aussi un terme grec. Ekphrasis. Voilà. Alors l'ekphrasis, c'est une autre figure de style macro. À l'origine, c'est complètement synonyme d'hypotypose, hein. C'est plus ou moins la même chose. Sauf que au fil du temps, l'hypotypose est devenue la description. C'est un texte littéraire qui décrit une œuvre d'art. Et on peut l'utiliser toujours en nuançant en disant c'est peut-être exagéré de parler d'ekphrasis, mais on peut considérer que, etc. Ça c'est ok. Pour une description qui se présente un peu à la manière d'un tableau, ou en tout cas l'auteur essaye vraiment de nous le représenter jusque dans les moindres détails
pour qu'on ait vraiment l'image très claire en tête. Et c'est un petit peu le cas dans ce texte de Baudelaire. En tout cas, c'est intéressant d'en parler parce que Baudelaire a réalisé des ekphrasis, tout simplement parce que Baudelaire était critique d'art. On l'oublie souvent, mais il était critique d'art, c'était même d'ailleurs un des premiers à avoir largement défendu les impressionnistes. Voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse sur laquelle je voulais revenir par rapport à l'épisode sur Une charogne de Baudelaire. Et du coup, ça récompense ceux qui suivent les vidéos, puisque du coup, vous avez la fin de l'explication aujourd'hui. Alors, on est parti pour le texte de Victor Hugo. Ça sera moins long aujourd'hui parce que le texte est beaucoup plus court. Et on est parti un petit peu sur le même principe. Alors, je vous affiche le texte. Les femmes sont sur la terre. Alors, on est sur un titre qui reprend le premier vers du poème, puisque le poème commence par « Les femmes sont sur la terre ». Donc, en gros, c'est un poème sans titre. Et lorsqu'on a un poème sans titre, on prend le premier vers ou les premiers mots pour le déterminer, le définir, l'intituler. Bien, alors on est parti. Combien a-t-on de strophes ? On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On en a 7. Vous le remarquez, comme hier, ce sont des quatrains. Comme hier, ce sont des rimes croisées, pardon. Donc on a terre qui rime avec mystère, idéalisé avec baiser, ceinture avec nature, firmament avec ornement. Donc on est bien sur des rimes croisées. Relativement classique. Avec la petite spécificité dans la toute dernière strophe d'avoir toujours des rimes croisées, hein, puisque enlaidi rime avec maladie et fuit rime avec nuit. Donc on est sur des rimes suffisantes à chaque fois, avec 2 sons qui se répètent, mais si on les considère comme des rimes pauvres, et ben en fait les 4 vers riment ensemble, puisqu'ils se terminent tous par i, donc ça crée une impression un peu de surabondance à la fin. Ok, les vers, on est sur quoi ? Les femmes sont sur la terre, 7, pour tout idéaliser, l'univers est un mystère, que commente leur baiser. On est sur des vers de 7 syllabes, donc sur des heptasyllabes. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant. Juste sur le point de vue formel. Alors, l'heptasyllabe, le vers de 7 syllabes, est en réalité assez rare en poésie. En général, on privilégie les vers pairs, c'est-à-dire avec un nombre de syllabes pair. Les alexandrins, bien sûr, les octosyllabes, on l'a vu hier avec une charogne, les hexasyllabes, les décasyllabes, les heptasyllabes, donc 7, c'est déjà nettement plus rare. Et en général, lorsqu'on part sur des vers comme ça, pas irréguliers, réguliers, mais avec un nombre de syllabes impair, on est sur un équilibre un peu plus limite, on est sur quelque chose qui a l'air un peu inachevé, on est en tout cas sur des rythmes un peu différents et un peu surprenants par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà ce que je pouvais vous dire. On est parti sur le sens. Alors, première strophe, c'est une phrase. Le premier quatrain est une phrase. Donc, on est parti. Les femmes sont sur la terre pour tout idéaliser. L'univers est un mystère que commente leur baiser. Alors, plusieurs choses à dire. Déjà, on a un point-virgule au milieu, donc on a vraiment 2 morceaux de phrase. La phrase est coupée en 2. La deuxième partie est plus ou moins une explication, un développement, une réexplication de la première partie. Et donc voilà ce que l'on a. Les femmes sont sur la terre pour tout idéaliser. Donc en gros, Victor Hugo va chercher dans ce poème à savoir pourquoi les femmes sont sur la terre. Voilà. Alors il n'est pas teubé, hein. Les femmes sont sur la terre, il n'est pas en mode « Oh mon Dieu, les femmes sont sur la terre, qu'est-ce qui se passe ?» Tout va bien. Il est au courant que les femmes sont sur la terre, il en a connu beaucoup, il en a connu très bien beaucoup, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Simplement, il se demande pourquoi elles sont là, quel est leur but. Et ça, on le voit très bien avec le deuxième vers, pour tout idéaliser, qui est un complément circonstanciel de but. Donc, pas se tromper par rapport à ça, c'est bien un cessé de but. Pourquoi elles sont sur la Terre ? Quelle est leur raison d'être ? Voilà. Quel est leur objectif ? C'est quoi le projet avec les femmes ? Pourquoi les femmes sont là ? C'est quoi le but ? Et derrière, il développe en disant « L'univers est un mystère que commente leur baiser ». Que ici est bien un pronom relatif qui reprend l'antécédent mystère.
et que est un pronom relatif COD. Donc leur baiser aux femmes commente le mystère qu'est l'univers. Est-ce que c'est bon pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le baiser des femmes, donc sous-entendu leur tendresse, leur sensibilité, est là pour commenter le mystère de l'univers. Elle n'explique pas le mystère de l'univers. Un mystère, ça ne s'explique pas. En revanche, elle le commente. Et ça, c'est assez intéressant, je trouve. C'est-à-dire qu'il pourrait dire, les femmes sont sur la Terre pour tout idéaliser, donc en fait, elles expliquent les mystères. Pas du tout. Elle les commente. Donc, elles cherchent, elles aussi, du sens, mais c'est par leur tendresse, leur sensibilité, leur baiser, leur amour, qu'elles vont commenter ce mystère qu'est l'univers. Et c'est beau déjà. Alors les femmes sont sur la Terre pour tout idéaliser. On n'est pas revenu sur le verbe idéaliser, ça veut dire transformer en idée, idéaliser. Littéralement. Donc en fait, elles sont là pour... on va rechercher tranquillement idéaliser pour avoir des billes en plus. Mais elles sont là pour nous faire accéder à autre chose, au monde de l'idéal. Évidemment, si je tape juste idéalise dans Wikipédia, je trouve rien. Idéaliser, voilà. Ils sont là pour nous faire accéder au statut de l'idéal, pas le statut du réel, quoi. Ce qui sous-entend que les hommes n'y arriveraient pas tout seuls. Voilà. Revêtir d'un caractère idéal. Ouais, j'aurais bien aimé avoir quelque chose d'un peu plus précis. Le CNRTL, évidemment, toujours. Quand on cherche des mots, allez sur ce site, allez sur ce dictionnaire, c'est le plus complet. Donc c'est donner un caractère idéal à quelque chose ou à quelqu'un. Tac, tac, tac. Ok. Étymologie. Idéaliser, rendre conforme à une perfection immatérielle. Idéaliser, porter un type de perfection immatérielle. Ok, alors peut-être que je dis des bêtises. Pour moi, idéaliser, il y avait quand même cette volonté aussi d'accéder au monde des idées. Mais ça n'a pas l'air ok. Donc c'est rendre conforme à une perfection immatérielle. Porter un type de perfection immatérielle. Ouais, donc perfection immatérielle, on est quand même dans l'ordre de l'idée. Malgré tout. Donc elles sont là pour rendre conforme à une perfection immatérielle. Elles sont là pour amener les choses à leur perfection immatérielle. Elles sont là pour rendre parfaites les choses. Absolument parfaites. Et c'est beau. Donc, c'est ça le but des femmes sur la Terre. Leur raison d'être, c'est de rendre parfaites les choses. Et comment elles font? Eh bien, tout simplement en commentant le mystère de l'univers, le mystère, ce qui est difficile à atteindre, ce qui est difficile à quelque chose à laquelle il est difficile d'accéder par uniquement la raison, les femmes arrivent à le commenter, arrivent à s'en rapprocher par leur baiser, leur sensibilité. Est-ce que c'est ok pour vous? C'est l'amour, deuxième strophe, c'est l'amour qui pour ceinture a l'onde et le firmament, et dont toute la nature n'est au fond que l'ornement. Ok. C'est l'amour qui pour ceinture a l'onde et le firmament, et dont toute la nature n'est au fond que l'ornement. Alors moi je vois onde et firmament, tout de suite je pense à la Genèse, à la création du monde, puisque du coup c'est un peu ça, pourquoi les femmes sont créées, on parle de l'univers, on parle de la nature, pourquoi les femmes sont créées, quel est leur but dans la création, en gros. L'onde et le firmament, alors j'ai pas les versets exacts, mais il me semble que l'on retrouve ça dans la Genèse.
qui parle du firmament du jour et du firmament de la nuit, c'est le soleil et la lune, le texte, et on a l'onde, les ondes d'en haut et les ondes d'en bas, donc le ciel et la mer. Onde, Genèse. En tapant ça, je suis absolument pas sûr de ce que je vais trouver. Onde, Genèse. Oui, bien sûr. Ouais, donc non, c'est pas clair. Firmament. Pourquoi c'est intéressant? Parce que tout simplement la Genèse est un texte très symbolique. C'est évidemment pas une réalité scientifique, on est bien d'accord là-dessus. Mais c'est une tentative d'explication du sens des choses et de l'ordre de la nature pour le peuple hébreu. Donc c'est comme ça qu'ils expliquent le sens des choses dans le monde, l'ordre, l'organisation du monde. Et donc en fait, le texte de la Genèse, enfin en tout cas le début de la Genèse, donc la création du monde, on est vraiment sur Dieu qui essaye d'ordonner les choses. Je sais pas sur quoi on est là. Rakia. Qu'est-ce que c'est que ce site? Non, là je trouve pas. Je sais pas ce que c'était ce site. La CNTR, toujours. Tac, tac, tac. Tiens, dans la Genèse, Dieu dit que le firmament soit fait au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Donc l'onde, ça renvoie évidemment à l'eau. L'ondée, donc ça renvoie à l'eau. Et effectivement, on a que le firmament soit fait au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux de la mer, de l'océan et les eaux du ciel. Donc c'est intéressant. On est donc vraiment dans cette optique d'organisation du monde dans la création. Alors vous dites que je pars peut-être un peu loin. Vous avez probablement raison. Mais l'onde, le firmament, la nature, l'univers, le mystère de l'univers, et en plus c'est l'amour qui pour ceinture. Je vous rappelle que Victor Hugo est dans un contexte, au 19e, dans un contexte chrétien. Et dans le christianisme, Dieu est amour. L'amour, c'est la définition même de Dieu. Ok, et puisque l'homme est fait à l'image de Dieu, du coup, l'amour que l'homme peut ressentir est une image de Dieu lui-même. Voilà. Donc, moi, quand je vois tout ce champ lexical-là, de la création, de la nature, je me dis, peut-être qu'il y a un lien. Peut-être qu'il y a un lien. Voilà. Alors, la phrase dit quoi très prosaïquement? C'est l'amour qui, pour ceinture, a l'onde et le firmament, et dont toute la nature n'est au fond que l'ornement. Donc, la nature et l'ornement, la décoration, si vous voulez, les bijoux, de l'amour, qui lui-même, l'amour, a pour ceinture l'onde et le firmament. Donc l'amour s'habille de la nature et de la beauté de la nature. En gros, c'est ça. La beauté de la nature n'est que la représentation visible de l'amour. Je sais pas comment dire. La nature n'est qu'un atour, n'est qu'une décoration, n'est qu'un ornement, n'est qu'une petite touche, le petit détail de la tenue de l'amour. En gros, c'est ça. Voilà. Donc c'est une manifestation, la nature, si vous voulez, de l'amour. Et comme la nature est une manifestation de l'amour, évidemment, les femmes championnes de l'amour, par leur baiser, arrivent à commenter ce mystère de l'univers et ce mystère de la nature. Elles l'approchent. Pourquoi? Parce que ce ne sont que des manifestations des images de l'amour. Ok? Alors effectivement, si on était dans cette strophe sur une équivalence parfaite entre Dieu et amour, je pense que, traditionnellement, Victor Hugo aurait mis une majuscule à amour s'il avait vraiment voulu que ça veuille dire Dieu. Mais il n'a pas fait, peut-être pour pas que ce soit trop évident, peut-être pour
seulement évoquer Dieu de manière subtile et pas de manière trop cash. Peut-être aussi, je ne sais pas. Regardons la troisième strophe. Si c'est ok. Si vous avez des questions ou des remarques, vous n'hésitez pas. Je me rappelle hier d'une remarque d'X Bobo qui était très pertinente sur les grâces. Voilà, et qui a vraiment apporté beaucoup de choses. Donc vraiment, vos remarques, n'hésitez pas à en faire. Troisième strophe. Attendez, je bois un peu de café. Tout ce qui brille offre à l'âme son parfum ou sa couleur. Si Dieu n'avait fait la femme, il n'aurait pas fait la fleur. Ah bah tiens. Tiens donc, qui retrouve-t-on ici? Dieu. Oh my god. On retrouve Dieu. Donc ça a effectivement un rapport, probablement, avec ce que je disais tout à l'heure. Disons que ça vient renforcer la théorie que j'évoquais tout à l'heure. Puisqu'on a littéralement le vers « Si Dieu n'avait fait la femme ». Donc on est vraiment sur la création de la femme. Dans quel but Dieu a créé la femme? Ok. Tout ce qui brille offre à l'âme son parfum ou sa couleur. Ok. Si Dieu n'avait fait la femme, il n'aurait pas fait la fleur. On est sur une construction similaire à la première strophe, où vous voyez le point-virgule qui vient couper la strophe en deux. Donc là, on a également, je pense, une espèce d'explication dans la deuxième partie de la strophe, dans les deux derniers vers. Tout ce qui brille offre à l'âme son parfum ou sa couleur. En gros, le parfum ou la couleur est offert à l'âme par tout ce qui brille. Ah non, c'est l'âme qui prend. L'âme a une couleur, l'âme se colore ou se parfume, l'âme du coup s'embellit grâce à tout ce qui brille, grâce à l'observation, à la contemplation de tout ce qui brille, donc tout ce qui est précieux, tout ce qui attire le regard, vient améliorer notre âme, embellir notre âme. En gros, c'est ça. C'est par la contemplation de la nature. Je rappelle que Victor Hugo, c'est quand même un poète. Ah bon, Victor Hugo, il a 15 000 casquettes, compris en littérature, mais c'est entre autres un poète lyrique. Et dans le lyrisme, il y a ça, il y a cette contemplation de la nature. Et Victor Hugo pense, et c'est loin d'être le seul, Victor Hugo pense que effectivement la contemplation de la nature vient embellir l'âme, que le beau appelle le beau et que la beauté d'une âme aussi se travaille grâce à la beauté de la nature. Explication derrière, si Dieu n'avait fait la femme, il n'aurait pas fait la fleur. Et là c'est intéressant parce que la fleur, pourquoi elle attire le regard, la fleur? Grâce à son parfum et grâce à sa couleur. Bonjour à ceux qui rejoignent le chat. Bonjour André. Si Dieu n'avait fait la femme, il n'aurait pas fait la fleur. En gros, il explique qu'il a fait la fleur parce qu'il y avait des femmes. S'il n'y avait que des hommes, il n'aurait pas fait de fleur. Parce qu'on n'aurait pas été capable de la contempler et du coup de l'apprécier. Les femmes sont là pour contempler la nature et pour voir en elle ce qu'on a dit dans la strophe d'avant, c'est-à-dire ce qui se cache derrière la nature, à savoir l'amour, tout simplement. Donc, si Dieu n'avait fait la femme, il n'aurait pas fait la fleur. En gros, sans la femme, tout ce qui est beau dans la nature, tout ce qui sent bon, tout ce qui est beau, n'aurait pas de sens. Donc Dieu ne l'aurait pas fait, Dieu ne fait pas des trucs qui n'ont pas de sens. Donc, si les femmes n'avaient pas été créées par Dieu, tout ce qui est beau dans le monde, en gros, n'existerait pas non plus. Elles sont là pour nous l'expliquer. Et donc, on leur doit une fière chandelle, parce que le monde serait triste si elles n'étaient pas là. Puisqu'il n'y aurait pas de fleurs, sous-entendu, il n'y aurait rien de beau dans la nature. Voilà, je pense qu'on peut le comprendre comme ça. Donc si je reprends au début, elles sont là pour expliquer le mystère, enfin pas expliquer, mais commenter justement le mystère de l'univers. Pourquoi? Parce que l'univers est organisé par l'amour. C'est l'amour qui a organisé l'univers et la nature n'est que le reflet de cet amour. Or, les femmes, par leur baiser, parce qu'elles sont les championnes de l'amour, parce qu'elles ont une sensibilité particulière que les hommes n'ont pas, arrivent justement à percevoir ce qui est caché derrière la nature
Et donc la nature est là pour que les femmes puissent voir ce qu'il y a derrière et puissent nous l'expliquer. Elles sont là pour tout idéaliser, pour tout rendre parfait. Lorsqu'elles voient une fleur, elles voient la perfection qui se cache derrière. Voilà. Pour l'instant, tout ça me semble relativement cohérent. Est-ce qu'on poursuit ? Victor Hugo nous pose une question. À quoi bon vos étincelles bleu saphir sans les yeux doux ? Les diamants sans les belles ne sont que des cailloux. Et dans les charmilles vertes, les roses dorment debout et sont des bouches ouvertes pour ne rien dire du tout. C'est beau là aussi. Hein. Je suis désolé, hier je l'ai vu aussi en revoyant le stream hier soir, mais je l'ai dit plusieurs fois hier sur une charogne, mais je vais le redire maintenant. C'est magnifique. Enfin, je sais pas si vous réalisez à quel point c'est beau quand même. La poésie, c'est dur de rentrer dedans. Spontanément, moi le premier, on se dit pas, tiens, je vais me prendre un bouquin, un recueil de poèmes. Et franchement, quand on se pose 2 secondes et qu'on lit ça, c'est quand même incroyable, quoi. Alors, à quoi bon vos étincelles bleu saphir sans les yeux doux ? Donc là, il parle directement au bleu saphir. D'accord ? Les saphirs sont donc des pierres précieuses bleues. Vert, c'est émeraude. Rouge, c'est rubis. Bleu, c'est saphir. Sans les yeux doux. Et évidemment, en gros, il dit les bijoux en saphir ne servent à rien s'ils n'accompagnent pas le bleu des yeux des femmes, bien sûr, de certaines femmes. La beauté de la nature, la beauté des pierres précieuses n'a de sens que parce qu'elles ornent, on retrouve l'idée d'ornement, parce qu'elles ornent la beauté et elles célèbrent la beauté des femmes qui les portent, bien sûr. En gros, il explique qu'un bijou n'est pas beau tout seul, il est beau quand il est porté. Alors ça peut être beau tout seul, bien sûr, mais c'est encore plus beau lorsque c'est porté, bien sûr, et que ça renvoie à la beauté des femmes. Les diamants, on reprend la même idée, mais là avec les diamants, sans les belles, ne sont plus que des cailloux. Ça rejoint littéralement ce que je viens de dire. Ce qui fait que les diamants sont beaux, ce qui fait que les saphirs sont beaux, ce qui fait que tout ça étincelle, brille, est magnifique, c'est parce que c'est porté par les femmes. En les portant, elles permettent à ces ornements, à ces pierres précieuses, d'atteindre leur perfection. Donc elles les idéalisent, littéralement. Elles les rendent parfaites. Et dans les charmilles vertes, savez-vous ce qu'est une charmille ? Parce que moi, pas du tout. Donc let's go. C'est quoi charmille ? Je n'ai jamais rencontré ce mot. Alors autant hier je vous disais, j'avais déjà lu évidemment il y a longtemps une charogne, puisque j'ai déjà lu Les Fleurs du Mal, autant là c'est un extrait des Contemplations, j'ai pas lu les Contemplations en entier, et donc je ne sais, je n'ai jamais rencontré ce mot. Ah, charmille. Une charmille est une allée éventuellement couverte ou une forte haie taillée en taupière, bien sûr, constituée de charmes. Le mot désigne aussi un plan de petits charmes. Ok. Ça attire les mésanges. Intéressant. Ok. Ouais, c'est joli, d'accord. Donc c'est ces espèces d'allées couvertes donc de charme. Le charme étant du coup un arbre. Est-ce que c'est plus un arbre ou est-ce que c'est plus un bosquet ? Voilà la question qu'on se pose. C'est un genre d'arbre et d'arbuste, donc on est un petit peu sur les deux. Et bonjour, Ernest B13. Je crois que c'est ça. Je sais pas comment on le dit, poulet. Ernst B13. C'était une référence à Max Ernst, le poète et peintre surréaliste ou pas ? Est-ce que tu peux me dire ça dans le chat, s'il te plaît, ça m'intéresse. Alors, on revient du coup sur le texte, pardon, désolé pour cette... J'ai pas encore l'habitude, hein, on est sur un début hein, sur Twitch. Donc à chaque fois que j'ai un follow en direct, je perds tous mes moyens. Alors attendez, il y a ma fille à côté, attendez, 2 secondes, il y a ma fille à côté qui m'appelle. Je reviens dans 2 secondes.
Allez, bonjour, désolé, on avait un petit souci. Alors, problème technique réglé. Oui, c'est moi. Non, pas du tout. Ce n'est pas une référence à Max Ernst, mais un surnom. Ernst Blues de Marseille. Eh bien, bienvenue. Aïoli sur toi. Aïoli sur toi. Bien, on reprend. Alors, et dans les charmilles vertes. Alors, ce qui est intéressant, je viens d'y penser, c'est que du coup, les charmilles, ce sont donc des allées de verdure. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des allées composées de charmes. Et donc, on peut y voir un double sens sur charme. Évidemment, on parle du charme des femmes dans ce poème. Et du coup, on parle des charmes, les arbres. Et ça fonctionne très très bien. C'est subtil, mais c'est tout à fait le genre de Victor Hugo de s'amuser avec ce genre de truc. Donc, dans les charmilles vertes, les roses dorment debout et sont des bouches ouvertes pour ne rien dire du tout. Toujours si on est sans les belles, hein. On reprend toujours ça. Sans les belles, sans les femmes. Les belles ici sont les femmes. Sans les femmes, les diamants sont des cailloux. Et dans les charmilles vertes, les roses dorment debout. Les roses ne servent à rien. Elles dorment. Et leur bouche ouverte, ils comparent la rose éclose à une bouche ouverte. Donc on est sur une métaphore ici. Et les roses dorment debout et sont des bouches ouvertes. Vous voyez, il n'y a pas d'outil de comparaison. Hier, il y avait beaucoup de comparaisons dans une charogne, puisqu'on avait comme, semblable à, tel. Ici, non. Ici, on a directement son. Donc, on a une analogie sans outil de comparaison, c'est donc une métaphore. Les roses sont des bouches ouvertes pour ne rien dire du tout. C'est intéressant parce que très souvent, la métaphore, elle existe dans l'autre sens en poésie. On compare très souvent, les poètes comparent très souvent les bouches des femmes aux roses, par rapport à la couleur, à l'éclat des lèvres, et par rapport à voilà, toute la symbolique aussi qu'il y a derrière la rose, la fleur de la passion, la fleur de l'amour. Et là, c'est l'inverse. On compare les roses à des bouches ouvertes, mais à des bouches ouvertes qui ne disent rien, donc qui n'ont aucun sens. D'accord ? Des bouches qui n'ont aucun sens. Et c'est beau. Donc les roses dorment debout et sont des bouches ouvertes pour ne rien dire du tout. Des bouches ouvertes pour ne rien dire du tout. Donc, sans les belles, sans les femmes, les diamants n'ont pas de sens. Les roses n'ont pas de sens. Donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Si Dieu n'avait fait la femme, il n'aurait pas fait la fleur. La fleur est là parce que la femme est capable de l'apprécier et de voir ce qui se cache derrière elle. Et souvenez-vous, dans la strophe 1, dans le premier quatrain, l'univers est un mystère que commentent leurs baisers. C'est par leur bouche que les femmes arrivent à commenter le mystère, évidemment parce que c'est par là qu'on parle, mais également par leur baiser. Et donc c'est beau, on retrouve l'idée de bouche, de baiser, etc. Très bien. Tout objet qui charme ou rêve, je suis passé à la strophe suivante, tout objet qui charme ou rêve, on retrouve charme avec charmille tout à l'heure, vous vous souvenez ? Donc là on est bon, là ici c'est le verbe charmer. Tout objet qui charme ou rêve tient des femmes sa clarté. La perle blanche sans Ève, sans toi ma fière beauté, ressemblant tout en lady à mon amour qui te fuit, n'est plus que la maladie d'une bête dans la nuit. Alors, on retrouve au début la même structure qu'on a déjà vue dans plusieurs strophes de ce poème au début, à savoir deux vers, point virgule, deux vers. Donc là on a deux vers, point virgule, et l'explication, sauf que là l'explication ne court pas sur deux vers, mais va jusqu'à la fin du texte. On a une accélération du rythme, accélération qui est renforcée, je l'ai dit tout à l'heure, par les rimes de la toute dernière strophe. Ce sont toujours des rimes croisées, puisque on l'a dit, rime avec maladie, fuit rime avec nuit, mais comme le dernier son est toujours i, on a cette impression d'accélération, puisqu'on a l'impression que les quatre vers riment entre eux. Ce qui n'est pas tout à fait le cas, ça reste des rimes croisées. Tout objet qui charme ou rêve tient des femmes sa clarté. Donc elles sont là pour clarifier, commenter les mystères, expliquer, voir ce qu'il y a derrière, amener à la perfection. Ça rejoint tout ce qu'on a dit tout à l'heure. La clarté des choses qui charment ou rêvent vient des femmes. C'est les femmes qui nous expliquent ça, qui arrivent à découvrir ça. Nouvel exemple, après les diamants, après les saphirs, après les roses, la perle blanche sans Ève, sans toi ma fière beauté. Donc là c'est la perle blanche. On est sur un nouvel élément naturel. On avait les pierres précieuses tout à l'heure, là maintenant on a la perle blanche, plus sobre, mais tout aussi belle. Je vous rappelle que la perle, donc les perles que l'on trouve dans les huîtres, ce sont des kystes en fait, hein. Ce sont des maladies, ce sont des infections des huîtres.
Voilà, vous le saurez. En fait, c'est vrai que c'est très joli, une perle, mais c'est une maladie. Et c'est un peu triste. Et j'avais pas choisi cette image par rapport à ça, mais du coup, c'est vrai que le tableau que vous avez là, c'est évidemment Vénus de Botticelli. Je me demande si c'est pas d'ailleurs même carrément la création de Vénus, ou l'arrivée de Vénus. On va checker ça. Botticelli, peintre italien, tableau célébrissime. Et Vénus, c'est effectivement la déesse de la beauté chez les Romains. La naissance de Vénus, pardon, excusez-moi. C'est la naissance de Vénus, bien sûr. Et Botticelli avec 2 T, évidemment. Vénus, du coup, qui est, pour les Romains, l'équivalent d'Aphrodite pour les Grecs. Voilà. Oui, on avait dit qu'on allait chercher perles. Et oui, effectivement, elle arrive dans une... alors, c'est pas une huître, mais elle arrive dans une espèce de coquille Saint-Jacques. Une espèce de conque. Tac, tac, tac. Bon, voilà. Faites-moi confiance. Je vous assure que les perles, c'est des maladies. Enfin, c'est des infections. Donc, elles sont en nacre. Voilà. Constituant de la perle, c'est la nacre. C'est très joli. On revient au texte. La perle blanche sans Ève. Alors Ève, bon, pardon, hein, mais il y a pas mal de trucs que j'ai, de théories que j'ai évoquées au début sur la création, la genèse, etc. On a une ref évidente là. On avait Dieu juste après, on a Ève ici. Pour moi, du coup, c'est toutes ces questions du début du texte sur l'univers qui est un mystère, l'amour, l'onde, le firmament, tout ça, ça renvoie à la Genèse. Hein. Pour moi, on est en plein là-dedans. Sur le sens, du coup, de la création des femmes. Pourquoi Dieu a créé la femme. Ève, d'ailleurs, il me semble qu'en hébreu, ça veut dire la femme. Non, c'est Adam, ça veut dire l'homme, dans le sens humain. Ève, c'est une rappeuse aussi, d'accord. Je connais pas. Je connais pas cette dame. Ève. Ouais, donc en hébreu, c'est ça. je ne parle pas hébreu, merci. Elle est également mentionnée directement dans le Coran comme l'épouse d'Adam. Ok, elle est nommée Hawa en arabe. On a dit qu'elle est considérée comme la mère de l'humanité. Ok. Mais ça veut dire quoi? Voilà, étymologie. Hawa en hébreu, la vivante, celle qui donne la vie, en lien avec Haya, vivre, issu de la racine sémitique Hiv. Donc, Ève, c'est la vivante. C'est ça que ça veut dire. Quand je vous disais que c'est un texte symbolique, là c'est assez clair. Adam c'est l'homme, Ève c'est la vivante. Donc sans toi, sans Ève, la perle blanche, sans toi ma fière beauté. Donc là il s'adresse directement à la beauté. Est-ce qu'il confond la beauté avec Ève? Je pense du coup. Sans Ève, sans toi ma fière beauté. Ressemblant tout en laidit à mon amour qui te fuit, n'est plus que la maladie d'une bête dans la nuit. Alors, la perle blanche. Alors là, c'est compliqué ce genre de phrase. Victor Hugo, il est très friand de ça parce qu'en fait, on a énormément de digressions, on a énormément de compléments circonstanciels. Mais si vraiment je retire tout l'artifice, tout le superflu de cette phrase et que je garde vraiment la proposition principale sans les compléments circonstanciels, sans tout ce qui est facultatif, il nous reste ça. On va se le faire en violet parce qu'on ne l'a pas utilisé encore. La perle blanche, ressemblant, petite proposition participiale avec un participe présent, ressemblant à mon amour qui te fuit. Alors on pourrait enlever qui te fuit aussi, hein, puisque c'est une relative, et que du coup les relatives sont toutes, vous le savez bien, complément du nom, donc c'est facultatif. Ressemblant à mon amour, n'est plus que la maladie d'une bête dans la nuit. N'est plus que la maladie d'une bête.
Donc, littéralement, cette phrase est une métaphore entre donc l'analogie ici, le lien est entre la perle blanche et son amour. Ok. Qui, sans toi, donc sans Ève, sans la beauté, la perle blanche sans la beauté, et comme l'amour qui fuit, c'est une maladie d'une bête dans la nuit. Pourquoi d'une bête c'est intéressant. La bête, on est au stade inférieur à l'homme. Hein. En gros, l'homme n'est plus homme, l'humain n'est plus humain. Il ne redevient qu'une bête sans la beauté. Sans toi, ma fière beauté. Sans toi, ma fière beauté, mon amour, l'amour qu'on peut porter. Et je vous parlais tout à l'heure de l'amour qui organisait le monde tout à l'heure. Hein. Strophe 2. L'amour est le secret qui se cache derrière la nature. L'amour est ce qui organise la nature, l'amour divin. Et donc ici, l'amour humain, terrestre, mon amour qui te fuit. L'amour terrestre n'est plus qu'une maladie, la maladie d'une bête. Pourquoi ? Parce que la bête n'a pas besoin d'amour. Donc c'est la maladie d'une bête, ce serait une espèce de bête malade. L'amour n'a plus de sens sans la beauté. Et la beauté est ici assimilée à Ève, à la vivante, à la femme qui donne la vie. Et donc l'homme n'est plus qu'une bête malade dans la nuit, parce que l'homme n'a plus de sens, il ne voit plus le sens dans l'amour et dans la nature. Voilà. La perle blanche, on retrouve évidemment également la notion de pureté, bien sûr. On retrouve déjà la couleur blanche, qui renvoie à la pureté. On a aussi le fait que la perle, il y a des perles, enfin ce qui fait la valeur d'une perle, c'est sa taille, mais c'est également sa forme, sa pureté. Il y en a des plus ou moins rondes, il y en a des plus ou moins jolies. Et donc on regarde la pureté de la perle. La perle blanche, ressemblant à mon amour, n'est plus que la maladie d'une bête dans la nuit, sans la beauté. C'est drôle parce qu'il dit la perle blanche et la maladie. Et je vous ai dit tout à l'heure que c'était une infection de l'huître. Donc c'est en soi une maladie. Je sais pas s'il avait ces connaissances scientifiques-là. Pas sûr. Mais du coup, c'est marrant. Le texte le dit quand même littéralement. Il dit que la perle blanche est une maladie d'une bête. Et c'est effectivement, scientifiquement, le cas. Mais voilà, symboliquement, c'est ça. Du coup, pour répondre à la question de Victor Hugo, que Victor Hugo posait au début du texte, à savoir pourquoi les femmes sont sur la Terre, parce qu'elles sont capables, par leur sensibilité, par leur tendresse, par leur baiser, de voir ce qui se cache derrière la beauté de la nature, à savoir de l'amour. Et elles sont là pour nous l'expliquer. Sans les femmes, on est incapable de comprendre le monde. Et donc, si Dieu a créé toutes les choses qui sont belles dans la nature, si Dieu a créé cette harmonie dans la nature, c'est parce que les femmes sont là pour nous l'expliquer et pour nous permettre de les comprendre. On peut résumer ça comme ça. Ce qui est intéressant que j'ai pas dit aussi, c'est que la phrase la plus longue de ce poème, c'est la dernière, qui fait les 2 derniers quatrains, qui tient dans les 2 derniers quatrains. Et alors que c'est la phrase la plus longue, c'est celle qui a le rythme le plus rapide. Déjà parce qu'on a beaucoup de ponctuation, on a pas mal de virgules, on a beaucoup d'incises, ce qui rend aussi un peu mystérieux, un peu obscur le sens de cette phrase à première vue. Et d'autre part, on l'a dit, l'accélération des rimes dans la toute dernière strophe, avec enlaidie, fuit, maladie et nuit. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, ceux qui sont là sur Twitch ? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce texte ? Je pense qu'on est pas mal. Est-ce que j'arrive à voir qui est là ? Je vois pas de questions pour l'instant. Écoutez, n'hésitez pas. En tout cas, si vous avez des questions plus tard, hein, et si vous regardez cette analyse en VOD sur YouTube, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, parce que j'y réponds. J'y réponds assez régulièrement. Et puis n'hésitez pas également à me proposer, que ce soit dans le chat directement si vous êtes vous-même en première,
ou pareil dans les commentaires, n'hésitez pas à me proposer des textes que vous voulez que j'analyse en vue du bac, puisque on se retrouve jeudi et vendredi pour 2 nouvelles analyses. J'ai déjà eu des propositions, mais si vous m'en proposez de nouvelles, c'est pas impossible que je choisisse la vôtre. Et également parce qu'on refera ça pour les prochaines vacances. Donc si je ne le fais pas tout de suite, je pourrais le faire plus tard. Pour l'instant, on est vraiment sur de la poésie. J'ai l'impression que tous les collègues de première vous font taffer sur la poésie en début d'année. Et c'est très bien. Alors, Bibouche nous demande comment ça se passe le bac. C'est quoi les épreuves ? Déjà, vous avez une épreuve écrite. On a Ted's Gaming qui dit je suis en première ES. Si tu veux, je t'envoie mon bac blanc. Je suis en Guyane. Attendez, mais il y a encore des filières. Il n'y a plus de filières normalement. Tu peux pas être en ES. Ou alors t'as choisi des matières style ES, c'est ça ? Et comme je suis une vieille personne, tu es gentil, tu me traduis en filière. Si tu veux, je t'envoie mes bacs blancs. Je suis en Guyane. Bah vas-y, hein, fais péter. Il n'y a pas de souci, hein. Hésite pas. N'hésite pas à me les envoyer, envoyer les textes, mais précise-moi plutôt les textes que tu veux que je fasse. Alors Bibouche, je réponds à ta question. Ah, chez toi, il y a toujours ES et S en Guyane ? Incroyable. Attends, mais vous avez pas le même bac que nous ? C'est dingo, ça. La Bibouche, t'es en Guyane aussi ou t'es en France ? T'es en métropole ? Métropole, pardon. Pardon, bonjour à tous les Guyanais. Alors le bac, tu as d'abord une épreuve écrite. L'épreuve écrite, c'est t'as plusieurs sujets. Ça peut être une disserte, un commentaire composé ou une écriture d'invention. Et moi, je te conseille de prendre le commentaire composé. Je pense que tout le monde te le dira. Suis ce conseil, prends le commentaire composé. Ou alors, tu as une culture générale de malade. À ce moment-là, lâche-toi et prends la disserte. Et ensuite, tu as l'oral. Alors à l'oral, j'ai pas exactement le timing. Je crois que c'est 10 minutes. En gros, t'arrives avec un corpus de texte qu'a constitué ton prof. T'es à Poissy, ça marche. Bonjour à tous ceux qui nous suivent dans les Yvelines. En gros, t'arrives avec un corpus constitué par ton prof au bac. Je crois que cette année, c'est 20 textes. Il y en avait eu moins l'an passé à cause des confinements. Pour l'instant, c'est 20. Du coup, t'arrives avec ces textes-là que t'as étudiés en classe. Et t'en tires un au sort et tu en fais une analyse linéaire, c'est-à-dire ce qu'on vient de faire là. En gros, tu l'analyses dans l'ordre, tu te prends pas la tête à essayer de faire des parties, à faire des trucs, vraiment tu expliques linéairement le texte, tu l'analyses, ça c'est 10 minutes je crois, et après t'as un entretien où du coup ton examinateur va te poser des questions, ou pour t'aider en fait pour t'aider, hein. En général c'est pas pour te mettre en difficulté mais c'est pour t'aider à pousser un peu plus loin, soit un élément que t'aurais pas vu dans le texte et qui lui semble important pour voir si t'es capable de le repérer, soit pour aller un petit peu plus loin. Après t'as un échange aussi, tu présentes un livre que t'as lu dans l'année, que tu présentes rapidement, et puis t'as également une question de grammaire normalement, donc on va pouvoir te demander c'est quoi les valeurs des temps, c'est quoi une subordonnée relative, c'est quoi un pronom. Voilà, on pourra te poser des questions comme ça, un peu en mode révision de ce que tu as vu au collège, quoi. Voilà. Je sais pas si je réponds très clairement à ta question. Je crois que c'est 20 minutes en tout. Alors t'as 30 minutes pour préparer quand même. T'es pas juste lâché comme ça. Déjà le texte tu l'as vu dans l'année. En plus, si t'as envie, tu peux me l'envoyer et t'auras aussi du coup les explications sur Twitch. Et t'as 30 minutes pour préparer ton brouillon et ton truc. Et après c'est ok. Voilà, y a pas de souci, tu passes. Voilà. Ok. Moi, j'espère avoir répondu à ta question. Très clairement, moi, je suis prof au collège. Hein. J'ai pas de lycée. Et en plus, lorsque je bossais, lorsque je faisais passer des oraux blancs du bac à des lycéens, c'était avant la réforme du bac. C'est pour ça que je suis pas sûr à 2000% de ça. Voilà. J'ai eu des étudiants de licence, des collégiens, mais le lycée, la case lycée, je l'ai pas faite en tant que prof. Voilà. En revanche, par rapport à mon époque, on n'est plus sur du commentaire composé, c'est-à-dire qu'à l'oral, on devait nous-mêmes créer des parties, et c'était souvent artificiel et un peu éclaté, et problématiser le truc.
Donc, et c'était souvent éclaté, c'est pour ça qu'ils ont proposé plutôt de faire des analyses linéaires, et pour le coup, je trouve que c'est plutôt une bonne idée. C'est plus facile de se démarquer des autres. Ernst nous dit: je crois qu'il n'y a plus l'invention aux épreuves écrites, mais une réduction de texte. C'est possible. Ouais, c'est possible. C'est tout à fait possible. En tout cas, si c'est le cas, je pense que c'est pas une trop mauvaise idée, parce que souvent, l'invention, c'était des rédacs éclatés au possible. C'est-à-dire que l'invention, on va pas se mentir, hein, ou t'es Arthur Rimbaud et tu défonces tout, ou t'es pas Arthur Rimbaud et t'as une note éclatée. Donc voilà, c'était vraiment le pire truc. Si on propose une réduction de texte, c'est intéressant parce que dans beaucoup de filières post-bac, l'exercice de la note de synthèse et de la synthèse et donc de la réduction de texte est essentiel. Donc je trouve ça intéressant qu'il l'ait mis au bac. Voilà, si c'est le cas. Mais il faut que je me renseigne davantage. Hein. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que des analyses linéaires de texte, on aura. C'est pour ça que je suis sur ce format-là pour l'instant. Mais de toute façon, je me mettrai bien à jour avec des collègues qui ont des lycéens et des premières. Et puis on fera de toute façon un dernier truc, révision. On fera aussi des live révisions de manière globale. Pas uniquement sur des analyses de texte. Bah, merci à vous tous d'être venus et d'être restés si longtemps. Merci pour vos questions. Du coup, je répète, Ted's Gaming, n'hésite pas à m'envoyer tes textes. Bibouche, pareil, si ton prof t'en a déjà donné, alors je sais, il y en a qui m'ont dit des premières que pour l'instant, ils n'avaient pas encore de textes de leur corpus, mais qu'ils en auront bientôt. Voilà, mais si t'en as déjà, n'hésite pas à me les transmettre. En particulier s'il y a des textes qui te semblent compliqués. Voilà, mais encore une fois, si vous m'envoyez rien, j'ai déjà des billes. Il y en a déjà qui m'ont envoyé des trucs. Bibouche, je suis que en seconde encore. Et tu viens. Mais t'es formidable, Bibouche. T'es formidable. Tu prends de l'avance. Après, tu vas déjà en seconde normalement faire des commentaires composés. Et en gros, c'est le même exercice que là. Sauf que de l'analyse linéaire, tous les éléments que tu vas trouver, les figures de style, etc., tous ces éléments-là, tu vas devoir après les organiser dans des parties. Et normalement, c'est une méthode, la méthode du commentaire composé qu'on voit déjà en seconde. Donc tu vas commencer et de suivre les lives, déjà ça peut pas te faire de mal. Et en plus, ça va quand même t'aider. Hein. Donc bienvenue, profite. Ouais, mais du coup, tu seras méga prête. Hein. Si t'as 2 ans d'avance, un an d'avance sur les révisions, tu seras au taquet quand tu passeras, quoi. Bon, c'est top. Bah écoutez, je vous souhaite une bien bonne journée à tous. Et puis je vous dis à très bientôt. À très bientôt sur la chaîne. Ciao tout le monde. Bonne journée.